ministère de formation en environnement et développement durable. Je m'appelle Josée Courtemanche et je vais animer la conférence d'aujourd'hui. Et je veux aussi vous dire que, il y a ma collègue Ariane Hillman qui collabore dans les coulisses à cet événement. Je tiens à remercier François Lafortune qui est présent aujourd'hui. C'est un enseignant à la maîtrise en environnement et c'est grâce à lui si on peut, profiter là de la présence, de notre conférencier ce midi, que je vous présente sans plus tarder. Alors, au fil des 35 dernières années, le conférencier de ce midi a développé différentes expertises dans le domaine du développement durable, notamment dans la gestion des déchets dangereux, la mise sur pied de méthodologies d'audit et depuis 2007, dans les marchés du carbone. Il est intéressé plus spécifiquement aux petits émetteurs de gaz à effet de serre. Alors, il est ingénieur. Il a également complété une maîtrise en sciences de l'environnement à l'UQAM. Alors, directement de son bureau, voici Monsieur Martin Clermont. Oui, bonjour à tous et toutes. Merci José de l'introduction. Merci Ariane sur le plan technique. Et merci à François Lafortune d'avoir fait le pont pour l'organisation de cette conférence. Alors, je vais vous présenter en 4 parties. La première partie, j'aimerais ça vous introduire 6 moments de compromis à la COP26, qui était finalement une conférence des parties de la Convention des Nations unies sur les changements climatiques, tenue à Glasgow. La deuxième partie va être sur l'article 6, qui concerne finalement les moyens d'agir sur la demande, entre autres. La troisième partie, je vais discuter des marchés volontaires du carbone. Et finalement, ma collègue Claudia va vous introduire à qu'est-ce qu'une activité de quantification ou un poste de quantification de gaz à effet de serre. José, si tu peux nous présenter la première question en cliquant sur ton clavier. Alors, première question, j'aimerais ça savoir qui a regardé dans le temps des fêtes le film Don't Look Up. Alors, c'est un film qui était, si je ne me trompe pas, distribué via la plateforme Netflix. Alors, je serais curieux de voir si ça a suscité l'intérêt. Moi, ce que j'avais compris ou ce que j'ai compris, c'est que ça a été visionné de manière importante sur Netflix et qu'il y a eu beaucoup de commentaires dans les différents médias sociaux, que ce soit des scientifiques ou des gens engagés sur l'action climatique. Alors, est-ce qu'on a Ariane, est-ce qu'on est capable d'afficher, de voir les résultats de cette question-là, les réponses? Tout à fait. Donc, tout le monde devrait voir qu'un résultat de 60 pour la réponse oui. Alors, bien. Alors, ça veut dire qu'on est majoritairement, on a vu un peu la satire finalement de l'action, je dirais pas climatique, mais l'action politique et médiatique par rapport à une crise majeure. Alors, si je vais à la prochaine diapositive, José. Alors là aussi, on a une deuxième question pour se mettre dans le bain. On parle d'action climatique à la conférence des parties. On a parlé d'un accord sur le méthane, qui est un des 6 gaz importants sur les gaz, qui constituent les gaz à effet de serre. Alors, j'aimerais savoir, la question, c'est quel est le potentiel de réchauffement planétaire du méthane? Alors, on va avoir un choix. Ariane va nous afficher les choix. Alors, le méthane, qui est un gaz qu'on retrouve, l'émission de méthane, que ce soit dans les rizières, dans l'élevage, le lisier, les flatulences d'animaux, les décharges, les sites d'enfouissement, sur l'extraction des énergies fossiles et dans le dégel du pergélisol. Est-ce qu'on a des réponses, Ariane? Tout à fait. On a 53 ça bouge encore. 51 réponses, là, mais on a 53 qui ont voté pour 28. D'accord, allons-y alors sur la prochaine diapo. Alors, écoutez, les deux réponses sont bonnes. Ça dépend de l'horizon du cycle de dissipation du méthane. Si on parle d'un cycle de 100 ans, ce qui est actuellement utilisé par le GIEC, ça, c'est le groupe de scientifiques qui conseille la Convention des changements climatiques. On parle de 28 sur un cycle de 100 ans. Sur un cycle
de 20 ans, on parle plutôt de 84. Ça veut dire que l'équivalent d'émissions sur 100 ans, l'équivalent d'une tonne de gaz à effet de serre correspond à 28 tonnes de CO2. Alors, ça a fait partie des 6 moments de compromis, une entente sur le méthane dans lequel les pays qui représentent 70 de l'économie mondiale se sont engagés finalement à mettre en place des mesures de réduction de GES et ça pourrait conduire à une réduction du réchauffement de 0,2 degrés Celsius d'ici à 2050. C'est extrêmement significatif. Alors, on va aller à la prochaine diapositive. Alors ici, on va parler de l'Inde qui, je pense, dans les dernières semaines avant la conférence des partis, s'est engagée à ajuster sa contribution nationale. Alors, on a parlé beaucoup pour la COP 26 de l'ambition climatique des pays qui se présentaient à la table de discussion. Et l'Inde s'est engagée finalement à être net zéro carbone pour l'année 2070 avec ici des engagements intérimaires là, en 2030. C'est un engagement d'augmenter sa capacité énergétique des combustibles non fossiles. On représente ici 500 gigawatts. Alors, pour vous donner un ordre de grandeur, ça représente, Hydro-Québec en période de pointe, le 11 janvier dernier, était aux alentours de 40 gigawatts de puissance utilisée. Donc, la cible de l'Inde correspondrait à 13 fois la capacité installée, utilisée d'Hydro-Québec, mais l'Inde le Québec ne représente même pas 1 de la population de l'Inde. Alors, c'est gigantesque, je vous dirais. L'autre engagement de l'Inde, c'est de 50 de ses besoins énergétiques seraient en 2030 constitués d'utilisation d'énergie renouvelable, que ce soit l'éolien, le géothermique, que ce soit le solaire. Et ça, pour couper le côté de l'utilisation du charbon, qui est quand même à l'heure actuelle un utilisateur important de charbon. Ça représente quoi? C'est là un engagement de réduire de 1 milliard de tonnes par année les émissions de GES de l'Inde. En 2016, ces émissions-là représentaient 5,3 milliards de tonnes. Donc, c'est les derniers chiffres que j'avais pour 2016, les chiffres qui sont soumis au secrétariat de la Convention des changements climatiques. Oui, la prochaine. Alors, on va parler de finances. Alors, il y a eu un engagement ici du monde de la finance, 450 organisations, secteurs financiers, que ce soit des banques, des compagnies d'assurance ou des fonds d'investissement, regroupés dans une organisation, l'Alliance bancaire Net Zéro, qui se sont engagés à, comment je pourrais dire, participer activement à assurer une transition sobre en carbone. Ça représente 40 des actifs bancaires mondiaux. Ça a été mis en place, cette organisation-là, en avril 2021 et l'ambition est d'injecter dans l'économie 130 000 milliards de dollars US américains d'ici 25 ans. Pour vous donner un ordre de grandeur, c'est ce qui serait requis par ces banques-là pour assurer la cible d'1,5 degré. Et pour mettre ça en perspective, annuellement, ça voudrait dire, en dollars annualisés d'aujourd'hui, il faudrait dépenser. Monsieur Clermont, on vous a perdu. Est-ce que votre micro est bien ouvert et le fil bien branché? BC, Scotia et la TD Group. L'objectif pour ces institutions financières n'est pas seulement d'assurer un engagement net zéro carbone, c'est le faire à 2 niveaux. Donc, on appelle ça un enjeu de double matérialité. Donc, dans un premier temps, c'est de mettre leur opération carboneuse. Ça, c'est quelque chose qui est quand même assez simple de calculer l'empreinte carbone des activités propres des banques, que ce soit en utilisant une analyse des émissions de GES. Mais le défi pour les institutions bancaires et financières va être d'assurer une double matérialité, de s'assurer que les bénéficiaires de leur financement, que ce soit des prêts, de la mise d'équité ou des debentures convertibles faites à leurs bénéficiaires, donc les gens qui reçoivent l'argent des banques,
que les banques ou le monde financier soient capables d'entraîner les bénéficiaires à être net zéro carbone. C'est le défi, selon moi, qui est le plus important. Alors, ça, c'était pour le niveau financier. On va aller à la prochaine. Alors, ici, on parle de déforestation. Alors, il y a eu un engagement assez tôt dans la convention, qui a duré 2 semaines au début novembre. 130 pays se sont entendus sur l'arrêt et le renversement de la dégradation des forêts et de leur déforestation d'ici 2030. Les pays engagés, dont le Brésil, ça couvre plus de 85 des forêts mondiales, donc des 130 pays. Les pays signataires importants à la conférence de Glasgow, c'était le Canada, la Chine, la Russie, le Brésil, les États-Unis et la République démocratique du Congo. Je vous rappelle qu'en 2014, il y avait déjà eu une entente internationale dans la Semaine de l'environnement aux Nations unies en septembre 2014 à New York, dans lequel l'engagement ne comprenait pas la Chine, le Brésil et la Russie qui étaient absentes. Alors, c'est un gain important. On parle ici pour le Canada, je pense que c'est 2019 ou 2020, l'engagement de planter 2 milliards d'arbres d'ici 2030. Donc, ça fait partie de cet engagement-là. Pour vous contextualiser, les forêts actuellement, ils reculent d'une ampleur de 27, la superficie de 27 terrains de football chaque minute sur la planète. Et si on regarde ça à travers le regard du producteur David Attenborough dans son film A Life of Our Planet en 1937, 66 de la surface terrestre était sauvage, donc était vierge, n'avait pas été visitée par le pied humain en 1937 et en 2020, il y avait seulement 35 de la surface terrestre qui était encore en région sauvage et vierge. Donc, il y a, comment je pourrais dire, une accaparation importante de l'activité humaine sur les surfaces, incluant forêt. Certaines organisations environnementales ont mentionné que c'était insuffisant l'engagement de cette cible-là de déforestation. Voilà à la prochaine. Oui, juste vous dire, M. Clermont, qu'il vous reste 2 minutes. D'accord, on va aller plus vite. Alors, de mon côté, celle-ci, je vais passer assez vite pour dire, seulement souligner que le lobby des énergies fossiles était très présent à la conférence de Glasgow. On va aller à la prochaine. Ce qui est intéressant, c'est l'article 6, c'est le mécanisme finalement qui a été adopté après plusieurs années de discussion à la conférence des parties, d'utiliser des outils de mécanismes de marché, donc les CER, les Certified Emission Reduction, des outils de crédit de carbone qui seraient utilisés entre pays pour atteindre les cibles de chacun des pays, des cibles nationales de réduction des pays. On inclut aussi à l'intérieur de ça les ententes. Ça inclut l'utilisation de marchés comme Corsia, qui est un marché sur l'aviation civile internationale, qui représente 1,5 des émissions mondiales. Et c'est aussi un outil de marché entre les réductions de gaz à effet de serre converties en crédit de carbone qui seraient utilisées par des acheteurs. On va aller à la prochaine. Alors, ça a été considéré par plusieurs, l'adoption de cet article 6, d'un effort louable, des discussions qui s'éternisaient depuis l'accord de Paris de décembre 2015. Finalement, ça s'est matérialisé. Encore une fois, sur un fond de compromis, il y avait certains pays qui désiraient utiliser les crédits, les serres, les crédits de carbone antérieurs à la période de 2013. Finalement, le compromis, ça a été d'utiliser seulement les crédits de carbone en place à partir du 1er janvier 2013 jusqu'à maintenant. Cette offre-là disponible représente environ 100 millions de CER. Les pays qui poussaient très fort pour utiliser les crédits qui dataient antérieurs à 2013 étaient l'Inde, la Chine, le Brésil et la Corée du Sud. Ça introduit l'utilisation ici des marchés volontaires du carbone. On va revenir, ça va être la deuxième partie. Et c'est appuyé par l'émergence des marchés volontaires du carbone. Je vais prendre des questions ici. Ça va être la période des questions.
Est-ce que quelqu'un veut briser la glace? Je vois que des gens ont levé la main. Je suis dans un... Donc, on va y aller avec Brigitte Blais. Oui, bonjour, merci beaucoup. Vers la fin, là, vous parliez de l'article 6. Est-ce que ça va faciliter les projets de séquestration de carbone des pays en développement, par exemple pour le reboisement? Absolument, absolument. Non seulement les projets de séquestration, reboisement, conservation des forêts, mais aussi les projets de réduction et aussi les projets d'ingénierie, on va voir, de captation de CO2. Oui, la réponse est oui. Et est-ce que ça va être compliqué ou, ou simplifié? Le mécanisme va être compliqué, on ne s'en cache pas. Alors, mais il va y avoir un mécanisme et je pense qu'on va le voir dans la prochaine partie. Il y a un mouvement là, qui s'appelle le Task Force for Scaling Voluntary Carbon Market, qui est une initiative qui a été sponsorisée par M. Mark Carney, qui était l'émissaire de la Convention des Nations unies sur les changements climatiques pour 2021, qui a poussé très fort, qui a joué le rôle d'un étincelle pour l'utilisation optimale du rôle des marchés volontaires du carbone. Et le but, c'est de pouvoir unifier les différents programmes qui existent dans les marchés volontaires pour avoir une certaine uniformité, transparence et, en espérant, un méta-programme qui permettrait l'accessibilité de tous, donc les projets de forestation ou de conservation des forêts dans tous les pays du monde. À suivre, mais c'est complexe. Merci, ouais. Merci pour votre question. François Lafortune avait levé la main. Bonjour Martin. Petite question justement en lien avec l'article 6. Je l'avais placé dans le fil ici, mais en fait, c'est juste pour vérifier. Actuellement, il y a beaucoup plus de demandes pour le crédit carbone qu'il y a d'offres disponibles. Et donc, le jour où est-ce que l'article 6, si ça peut se mettre en marche, tout ça, est-ce que tous les marchés vont être affectés? Est-ce que ça va être cette possibilité de vendre des crédits carbone, est-ce que ça va surtout se faire sur les marchés volontaires, selon toi, ou réglementé, ou un genre de mix des deux? Bon, alors si tu me permets, François, merci de la question, très pertinent. Alors, de l'entendre que sur l'article 6, on parle des CER. Des CER, c'est des crédits qui sont enregistrés sur des registres nationaux, donc c'est pour des transactions de pays à pays. D'accord? Ça ne concerne pas les marchés volontaires du carbone. C'est deux choses séparées. Donc, on parle ici de crédits de carbone qui auront été, je dirais, homologués ou certifiés par les autorités nationales de chacun des pays. Est-ce que ça répond à ta question, François? Ah oui, tout à fait, tout à fait. Donc ça fait partie forcément des défis d'avoir une forme d'uniformité globale. Enfin, c'est peut-être pas tout à fait demain la veille où ça va se concrétiser finalement. Alors, il y a déjà des crédits des serres qui sont, c'est ça le compromis. Il y aurait un potentiel de 100 millions de serres déjà disponibles en offre, parce qu'on parle ici de l'offre et la demande, et qu'au niveau mondial, à l'heure actuelle, ce qu'on constate dans les marchés volontaires, c'est qu'il y a une demande qui déjà dépasse l'offre disponible. Alors, on va le voir par l'engagement d'entreprises depuis 2019 là, qui se sont engagées sur un mouvement net zéro carbone. Je vais revenir sur la deuxième section là-dessus. Donc, on comprend que les ententes entre les pays, ça concerne les serres, ça va être réglementé et supervisé par les autorités nationales de chacun, je pense, des 200 ou 195 pays qui ont ratifié. Et à côté, en parallèle, il y a les activités des marchés volontaires du carbone. Très bien, merci. Oui, bon, on va prendre une dernière question parce que malheureusement, on a pris un peu de retard au départ. Alors, on va prendre la question de Laurel Quintin. Luc Rivet, si vous voulez bien l'écrire dans le fil de conversation, s'il est accessible, n'hésitez pas. Alors, on t'écoute, Laurel. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui. Oui. OK, parfait. Donc, en fait, ma question, ça concerne les cibles de réduction de carbone parce qu'en fait, je me demandais si dans l'article 6, il y avait une prévision dans quelle année, en fait, il allait revoir
le cap des émissions à la baisse pour s'assurer que ce ne soit pas juste un marché du carbone qui commence, mais que ce soit les mêmes émissions sur 10 ans, 15 ans, 20 ans? Alors, très bonne question, réponse un peu compliquée. Alors, la Convention des changements climatiques, si je ne me trompe pas, s'engage à tous les 5 ans, va solliciter les pays à devenir ambitieux, de revenir à la table de négociation avec des cibles de réduction. Donc, en 2015, c'était l'accord de Paris. 5 ans plus tard, ça devait être 2020, mais à cause de la crise sanitaire du COVID, ça a été reporté d'une année. Donc, Glasgow, c'était un appel aux pays d'être plus ambitieux. Donc, dans 5 ans, si je comprends bien, 2025-2026, les pays vont être appelés de nouveau à la table pour s'engager à être encore plus ambitieux. L'article 6 n'est qu'un des moyens pour les pays d'utiliser les marchés du carbone, des instruments financiers pour, comment je pourrais dire, solliciter ou stimuler les réductions de GES dans leur cible nationale. Merci. Donc, autrement dit, il n'y a pas d'obligation de révision. C'est sur une base volontaire de façon quinquennale. C'est un engagement national de chacun des pays d'atteindre leur cible de réduction. Est-ce qu'il y a une obligation des pays envers la Convention? Je ne voudrais pas m'avancer, mais il me semblerait que non. Sous réserve. Merci beaucoup de la réponse. Oui, on va y aller pour la partie 2. Est-ce que, José, tu veux nous poser une question? Bon, ben la question, c'est on va parler justement de l'utilisation des outils financiers, des crédits de carbone. Alors, ma question, c'est avez-vous déjà acheté des crédits de carbone? Alors, dans l'accord de Paris, on appelait ça dans le texte anglais des outils ITMO, qui était ITMO pour International Trading Mitigation Outcome. Donc, pour rendre ça plus simple, on parlait de l'utilisation de crédits de carbone ou de certificats d'émission des CER régulés. Alors ici, je pose la question parce que les crédits de carbone, à peu près tous les citoyens, les compagnies, les gouvernements peuvent en acheter. Alors, Ariane, est-ce que tu as un petit sondage déjà ou tu es encore Oui, en tout train de... à fait. 51 réponses, dont 69 pour le non, 31 pour le oui. D'accord. Alors, merci. On va aller sur la prochaine diapo, José, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Je trouve qu'on fait ça bien ensemble. Alors, bon, on parle de l'article 6 qui était basé essentiellement sur utiliser des mécanismes financiers pour stimuler les réductions de GES. Alors, on parle ici des prix sur les émissions des émissions de GES, de carbone. Peut-être pour faire une petite histoire, ce mantra-là de pricing de carbone, carbon pricing, ça a été initié par la Banque mondiale en 2014. C'était un mouvement pour encourager les pays à mettre un prix sur les émissions de gaz à effet de serre. Donc, les pays utilisent différents moyens pour mettre un prix sur les émissions de gaz à effet de serre à l'intérieur de leur engagement climatique. En anglais, NDC, ce n'est pas National Determinated Contribution. Et finalement, il y a certains pays qui utilisent, on va le voir tantôt, des mécanismes de marché du carbone. Ici au Québec, on utilise un marché réglementé, donc le SPED, qui est associé avec le marché de la Californie. Ailleurs, on parle de taxe carbone. Et si je regarde ici, vous pouvez voir ici sur la diapositive en 2021 le prix sur les droits d'émission. Donc, quand on a un marché du carbone, les gouvernements mettent en encan des droits d'émission qui sont achetés par encan électronique et les prix vont selon l'offre et la demande et on constate ici, là on est en 2021, du mois de janvier jusqu'en septembre, il y a une augmentation significative de l'acquisition des droits d'émission. Donc, on voit qu'il y a un mouvement important à la hausse. On parle ici d'émissions qui sont tarifées. On n'est pas dans les réductions, on parle des émissions qui sont tarifées. En Europe,
Donc, ils ont un marché réglementé eux aussi, ça s'appelle l'ETS, et dans lequel il y a environ 11 500 organisations, entreprises, principalement des grands utilisateurs d'énergie. On parle, il y a eu des pointes en début 2022 des droits d'émission, on appelle en anglais des carbon allowance, qui se détaillaient, qui s'acquéraient à 80 € par droit d'émission. Un droit d'émission est égal à une tonne de gaz à effet de serre. Et on va le voir tantôt que, oui, ben ça c'est bien, on va le voir tantôt que les droits d'émission, c'est un élément de prix important. Et on a aussi les réductions de GS, on va le voir tantôt. Les prix sur le carbone. Bon, ce qu'on peut constater, c'est à peu près beaucoup de pays se sont engagés sur des cibles zéro émission, soit en 2050, l'Inde c'était 2070, si je ne me trompe pas, la Chine c'est 2060 dans les principaux pays émetteurs de gaz à effet de serre. Et leur défi dans chacun des pays, puis ce n'est pas le même défi pour tous les pays, c'est d'augmenter ou d'étendre la portée de la tarification du carbone, ça veut dire la tarification sur les émissions de gaz à effet de serre à d'autres secteurs que la consommation énergétique. Donc, on parle avant tout d'étendre un prix sur le carbone pour les bâtiments, sur les déchets, sur les projets de forestation et le transport. Ici, vous pouvez voir à droite, il y a différents territoires et il n'y a pas un territoire, sauf peut-être la Nouvelle-Zélande, qui assure à l'heure actuelle la couverture de ces 4 éléments que je viens de mentionner. Et vous pouvez voir, la Chine, on est sur un élément. Alors, c'est un défi, pays par pays, d'étendre la portée de la tarification de leur émission de gaz à effet de serre. Maintenant, je parlais de prix sur le carbone. Alors, ça peut prendre 4 formes. C'est sûr, le plus simple, c'est les plus connus, c'est les systèmes d'échange, de plafonnement et d'échange qu'on appelle en termes anglophones le cap and trade sur les droits d'émission de gaz à effet de serre. Il y a les taxes carbone. Il y a la réglementation qui a un incitatif sur les prix. Pensez ici aux engagements à travers différentes juridictions du retrait de la vente des voitures à combustible fossile. Et il y a la contribution des marchés volontaires. Donc, ça, c'est 4 éléments qui constituent ou qui peuvent former un signal de prix par juridiction et probablement la solution idéale serait de pouvoir, je dirais, paramétriser ces 4 éléments-là par juridiction selon leur contexte. On va aller à la prochaine. Ici, on va parler des projets de crédit de carbone des marchés volontaires. Alors, je fais une distinction, MVC, marché volontaire du carbone. Alors ici, essentiellement, les acteurs qui sont sur les marchés volontaires du carbone, ils n'ont aucune obligation de conformité. Donc, c'est des actions, c'est des projets qui se situent au-delà des obligations réglementaires de chacun des territoires, des projets qui sont appliqués par pays. Et au Canada, vous regardez, ça peut être aussi par province parce qu'au Canada, on a des différentes provinces qui ont une réglementation environnementale de juridiction provinciale. Et à l'heure actuelle, le signal de prix constitue un peu de mosaïque d'une province à l'autre. Alors ici, les acteurs dans les marchés volontaires du carbone, on trouve ceux qui amènent des projets sur la table, des projets de réduction. Il y a 3 types de projets, je vais revenir, réduction, séquestration naturelle ou séquestration d'ingénierie. Et il y a des acheteurs qui ont parti ou qui s'appuient sur un mouvement depuis 2019 qui s'appelle SBTI, Science Based Target Initiative, dans lequel il y a plus de 2000 grandes organisations sur la planète qui se sont engagées, elles aussi, à côté des gouvernements, sur un signal de net zéro carbone à différentes dates d'échéance, que ce soit 2025, 2030, 2035, à la carte. Cette nouvelle demande-là, ça donne un signal de nécessité de produire de nouveaux crédits de carbone des marchés volontaires et ça crée aussi une augmentation sur les prix d'acquisition unitaire des crédits de carbone sur les marchés volontaires du carbone. Ici, je parle des catégories de projets de crédits de carbone. Il y en a 3 grandes
j'appelle famille, des projets de réduction, réduire à la source, des projets de réduire la consommation d'énergie fossile, les projets de réduire la captation l'émission et la captation de GES sur les sites d'enfouissement, ça en sont des exemples. Deuxième famille, la séquestration de projets de GES d'une manière par la nature. Donc, en anglais, c'est Nature-Based Solution, des projets de plantation d'arbres, de conservation des forêts, des projets d'aménagement de mangroves, d'utilisation des sols à d'autres fins. Alors, ce sont ici une deuxième famille de projets de crédit de carbone. Ce n'est pas des réductions, c'est de la séquestration. Donc, on va aller capter le CO2 dans l'atmosphère pour le capter en puits carbone. Et le troisième, qu'on en a discuté beaucoup, c'est les projets d'ingénierie pour capter le CO2 dans l'atmosphère et le séquestrer. Alors, on peut penser à des systèmes qui vont capter le CO2, le convertir en CO2 liquide et aller l'enfouir dans des failles géologiques. On peut passer, oui, c'est ça ici. Donc, on peut passer ici, on peut revoir les principaux éléments des marchés volontaires du carbone. Il y a 5 critères qui sont importants dans les marchés volontaires du carbone, puis c'est encadré principalement par des programmes. Il y a 5 grands programmes des marchés volontaires du carbone au niveau international. Il y a des programmes nationaux, puis il y a des programmes sous-régionaux, mais les 5 plus importants au niveau mondial, c'est VCS, Gold Standard, ça c'est les acronymes. CDM, ça relève de l'accord de la Convention des changements climatiques gérée par les Nations unies. CAR, c'est en Californie, RCR, Sacramento aux États-Unis. Donc, ces 5-là, c'est délimitent les projets de réduction de séquestration, les encadrent, alors pour assurer que les projets soient, les réductions ou la séquestration de GES, ça soit réel, ça soit additionnel, ça soit des permanents, ça soit vérifiable et ça soit, je dirais, applicable, enforceable. Les programmes, le rôle des programmes, c'est de définir les méthodologies qui vont être utilisées et le type de, bon, je vais prendre un terme anglais, MRV, Monitoring, Reporting, Verification. Donc, à travers les méthodologies sélectionnées, quelles vont être les données qui vont être collectées, qu'on va aller collecter, quelle va être la nature du rapport de quantification qui va être déposé et comment va être vérifié ce rapport-là par une tierce partie. Ça va permettre d'émettre des crédits de carbone qui vont, dans un autre temps, être crédits de carbone qui vont être enregistrés sur un registre chacun des 5 programmes pour s'assurer qu'il n'y ait pas de double comptabilité dans leur utilisation sur les marchés volontaires du carbone. Donc, pour assurer une transparence et une unicité, donc éviter la double ou le triple comptabilité de chaque crédit de carbone en lui donnant un numéro de série et en suivant les transactions entre différentes parties. On va aller à la prochaine diapositive. J'en profite, M. Clermont, pour vous dire qu'il vous reste 2-3 minutes pour cette partie avant qu'on ait une prochaine période d'échange. Parfait. Alors, on va aller à la prochaine diapo. Pour vous dire que je vous mentionnais 3 grandes familles, j'en sélectionne 2 ici, la famille des réductions et la famille des captations du CO2 avec des procédés ou avec de l'ingénierie. Et notre projet, que je vais parler à la partie 3, couvre le secteur des réductions uniquement. Donc, celui-là qui est ici. On va aller à la prochaine diapositive parce qu'on va rediscuter. On va passer très rapidement. Ça va être disponible de toute façon sur notre site Web. C'était 2 types d'exemples de projets de réduction ici. On va passer à la prochaine. L'ampleur des marchés volontaires du carbone, les MVC, jusqu'en 2030. Alors ça, c'est une étude de la firme McKinsey, un think tank qui est basé à New York et qui nous parle d'un marché étant la sommation de la valeur des transactions sur une année. Donc, en 2019, on parlait d'un marché de 300 millions de dollars US et avec les besoins ou l'ambition ou l'engagement des pays et des corporations en net zéro carbone, on parle d'un marché en 2030 qui pourrait atteindre entre 50 et 180 milliards de dollars US. Ça semble beaucoup. À titre comparatif, à l'heure actuelle, le marché là, en 2021 était de 1 milliard de dollars US, donc la sommation de toutes les transactions, les crédits carbone des marchés volontaires qui ont été échangés.
donner un petit parallèle, le marché des crypto-monnaies, l'année passée, se situait à 2000 milliards de dollars. Donc, 2000 fois plus important que les crédits de carbone volontaires et qu'il y avait 12 000 monnaies différentes. Donc, on est vraiment dans un univers très petit si on compare avec un autre marché. Le positionnement de le projet que je vais vous introduire, on parle de crédit de carbone. Il y a une valeur ajoutée si on a des crédits de carbone qui sont réduites localement, produire local, acheter localement, et des projets qui permettent d'élargir la participation de ceux qui peuvent amener des projets de réduction ou de séquestration. On va passer à la prochaine diapositive. Oui, vous avez des références ici sur les principaux textes. C'est en anglais, je m'en excuse, mais la littérature est principalement anglaise au niveau international sur les principaux points de discussion. Alors, ça va être disponible sur notre site web. José, je vais être prêt à prendre des questions en ce moment. Oui, on a une question dans le fil de discussion là, qui date de notre premier échange. Donc, Luc Rivet nous demande, je la cherche. Bonjour, est-ce que l'article 6 de la COP 26 est l'équivalent d'une transformation des frais de douane verte? Non. Alors, l'article 6, c'est un mécanisme d'échange de crédits de carbone entre pays. Est-ce qu'on parle de tarification verte aux douanes qui est très discutée en ce moment en Europe, les États-Unis et le Canada? C'est la considération de ces organismes, que ce soit l'Europe, les États-Unis, le Canada, de s'assurer que les produits qui sont importés à l'intérieur de leur territoire ne soient pas entachés d'empreintes carbone plus importantes que qu'est-ce que ça de leur équivalent produit localement à l'intérieur du périmètre de l'Europe, des États-Unis ou du Canada. Donc, c'est un mouvement de protection, ça dérive du mouvement protectionniste des économies et on ne voudrait pas, dans ces autorités-là, de finalement favoriser l'importation de produits à haute empreinte carbone. Exemple, je produirais de l'acier en Chine qui est fait avec principalement du énergie qui vient du charbon. On serait plus favorable. Donc, il y aurait une barrière tarifaire, il y aurait un paiement d'un prix d'entrée pour utiliser ou pour importer l'acier produit en Chine pour être utilisé en Europe. Donc, c'est deux choses séparées. L'article 6 ne parle pas d'utilisation des barrières tarifaires. Parfait, ça clarifie. Et François Lafortune pose une question dans le fil de discussion. Quand on sait que la valeur moyenne des crédits compensatoires volontaires est égale à 5 US par tonne en 2020, pourquoi devrait-on payer 20 dans ce contexte? Qu'obtient-on de plus à 20 versus 5? Bon, bonne question. Pour mettre en contexte, le prix moyen en 2021 était 8 US, le crédit de carbone échangé sur la bourse Expensive, qui est une bourse importante, qui a, si je ne me trompe pas, échangé plus de 100 millions de crédits de carbone l'année passée, qui sont actifs à travers de courtiers sur New York et Berlin. 8 pour les projets de réduction et 15 pour les projets US, pour les projets de forestation, appuyés sur le Nature-Based Solution. Donc, du point de vue de l'acheteur, alors que ce soit un individu, une compagnie ou finalement un gouvernement, quel est l'intérêt d'acheter au plus bas? C'est une très bonne question. Alors, pour nous, ça rentre un peu dans la discussion. Quelle est l'économie qu'on fait en achetant bas, le plus bas possible, si on constate que le signal de prix requis est élevé? Alors, je m'explique. Le coût, là, on appelle le coût marginal, le coût sociétal marginal de la prochaine tonne de gaz à effet de serre, on appelle le Carbon Social Cost, est au-dessus de 100 US la tonne. Donc, quand on achète une réduction ou une séquestration de CO2 à 5 on est encore, je vous dirais, on a réalisé une économie dans notre budget d'opération, l'acheteur, mais on n'a pas contribué d'une manière, je dirais, qui correspond au coût réel, le coût sociétal du carbone. Parfait.
Est-ce que c'est la période d'échange, donc est-ce que quelqu'un veut ouvrir son micro, poser une question, lever la main? Oui, Laurel Quintin. Oui, Laurel. En fait, on est allé un peu vite tout à l'heure, mais j'ai vu sur la diapositive qu'il y avait comme 3 principales manières de s'attaquer au gaz. Il y avait les GMR, l'énergie et le transport. Est-ce que vous pourriez nous en parler un peu plus? Absolument, ça va être dans la 3e partie. OK, merci. S'il n'y a pas d'autres, je vois dans le fil de discussion, Gilles Hervé Coffy. Est-ce que les réglementations de traçabilité de fabrication des produits comme l'acier venant de Chine sont en voie d'élaboration? En suivant votre exemple, il faudrait qu'on soit sur le comment le produit a été fabriqué afin de pouvoir mettre un prix exact. Absolument. Alors, le prix exact, s'il correspond à l'empreinte carbone du produit, ça serait l'approche à tenir compte. Maintenant, il y a un niveau de complexité. On comprend que quand on produit de l'acier, il y a des intrants qui ne sont pas à l'intérieur du périmètre de bâtiment. Donc, il faut utiliser des outils d'analyse de cycle de vie et ça complexifie l'empreinte carbone d'une tonne d'acier qui rentre à l'intérieur, qui est produite en Chine et qui est importée au Canada, exemple. Est-ce que c'est en voie des systèmes de traçabilité qui tient compte de ce que je viens de mentionner? Est-ce que c'est en voie d'élaboration? Il y a beaucoup d'efforts pour mettre en place des plateformes de traçabilité. Je dirais, j'espère qu'on va voir ça au cours de la prochaine décade, jusqu'en 2030. Mais c'est sûr, ça serait requis. Merci pour la réponse. Donc, je vois qu'il n'y a pas d'autres questions. Monsieur Clermont, on peut enchaîner avec le prochain mini-sondage éclair. Question 4. Sur quoi est attribué le prix sur le carbone? Alors, Ariane, est-ce que tu as quelques résultats? On va attendre encore un petit 30 secondes. On n'a que 10 réponses. Parfait. Donc, à 30 réponses, on a une majorité pour les émissions de GES à 79 Ah, j'aime bien ça. Ouais, absolument. C'est l'approche qui est favorisée par les gouvernements, c'est mettre un prix sur les émissions de gaz à effet de serre. Alors, la partie 3, alors là, on va parler du projet en particulier, comment chez Will, nous sommes une entreprise privée certifiée B Corp, comment on s'est engagé finalement à aller regrouper des actions de réduction dans le volet énergie, dans le volet déchets, matières résiduelles et dans le volet transport. Alors, c'était pour répondre, ça tombe bien sur la question qui m'avait été posée préalablement. Alors, ça, on l'a vu, comme le temps nous est limité, on va passer à l'autre diapositive. Je vais vous donner un exemple. Ici, Will a recruté cette entreprise-là, une entreprise de services touristiques, donc qui a développé, aménagé un cinquième pavillon et au lieu d'utiliser de l'énergie fossile, elle a utilisé un système de géothermie, ce qui fait que géothermie, ça veut dire qu'on va aller capter l'énergie sous forme de chaleur, transfert de chaleur, pour chauffer le pavillon, le cinquième pavillon au lieu d'utiliser de l'énergie fossile. Alors ça, c'est un type de projet qu'on appelle ici de conversion et principalement de conversion énergétique. Alors, on va aller à la prochaine. Ça, c'est au Québec. Ici, c'est un centre de tri privé à Argenteuil, pas loin de la chute. Alors, ce centre-là reçoit des matières résiduelles, va pouvoir les trier, va les ségréguer. Entre autres, il va accepter des résidus de biomasse urbaine. On pense ici à les inondations qu'il y a eu à Louisville en 2018. Il y a des maisons qui ont été démolies. Le bois a été acheminé à cet endroit-là. Le bois a été ségrégué des autres composants, que ce soit l'acier ou autre. Le bois a été déchiqueté
Et au lieu d'être envoyé à l'enfouissement, le bois a été envoyé vers les filières de conversion énergétique. Donc, on a utilisé la biomasse, la biomasse composée de résidus qui venaient des bungalows dans des bouloirs à biomasse à d'autres endroits. Donc ici, on était capable d'éviter les émissions de GS sur le site d'enfouissement parce qu'au lieu d'envoyer les résidus sur un site d'enfouissement, on les réutilisait dans une filière énergétique. On va aller à la prochaine. Ça ici, c'est un projet c'est tous des projets qu'on a réalisés à travers notre communauté durable. C'est un projet qui a été réalisé avec l'Union des producteurs agricoles de la région de la Mauricie. Alors, ils ont initié un projet assez original à tous les automnes. Ils ont engagé les municipalités de la région à recueillir les feuilles. Alors, vous savez, les feuilles prennent de la couleur. Alors, recueillir les feuilles et au lieu de les envoyer à la filière enfouissement, ils ont organisé leur acheminement vers 36 fermes et les fermiers utilisaient les feuilles comme engrais. Donc, ici, on était en mesure de quantifier les émissions de GS qui ne sont pas émis à l'enfouissement parce qu'ils ont été utilisés sur les sols des 36 fermes. On va continuer. Projet de séquestration, nous, chez Will, on n'est pas impliqué dans des projets de séquestration, mais on travaille en partenariat avec la chaire d'éco-conseil à l'Université de Chicoutimi, l'UQAC. Ils ont une division qui s'appelle Carbone Boréal et eux font des projets de plantation d'arbres au nord du lac Saint-Jean et on est en mesure de travailler avec eux pour offrir dans les crédits de carbone qu'on offre en ligne, que vous pouvez trouver sur notre site web, des combinaisons de projets de réduction et de projets de séquestration de GS. Alors, on va aller à la prochaine. Oui, merci José. Alors, ce qu'on a mis sur pied, Solution Will, dans le fond, c'est qu'on est actif sur les marchés volontaires du carbone. Donc, vous avez ici au milieu la présence de Will. À gauche, ce sont les bâtiments, donc les entreprises qui ne sont pas assujetties au marché réglementé du carbone au Québec. Les entreprises assujetties, c'est environ 140 organisations au Québec. Nous, ce qu'on cherche, c'est à recruter les bâtiments des autres entreprises non assujetties. On parle d'environ 640 000 bâtiments au Québec. Donc, on regroupe ces entreprises-là et on va aller qualifier leurs projets de réduction de GS qui sont au-delà de leurs obligations réglementaires. On va faire tout le service de qualification, quantification, je vais vous le montrer tantôt, et on l'offre à des acheteurs qui, sur une base volontaire, sans aucune obligation, vont les acheter pour les inclure dans leur portefeuille d'action climatique et retirer les crédits de carbone. Alors, c'est simplement ça qu'on fait. Oui. Alors, la manière que du côté gauche de l'équation du graphique précédent, on recrute des PME et on quantifie leur projet de réduction de GS en utilisant leur bâtiment comme périmètre de calcul. Ce qu'on va aller qualifier, c'est des projets de conversion efficacité énergétique. C'est l'exemple de l'auberge de Sakakomi, je vous parlais, conversion, exemple d'un projet d'un nouveau bâtiment avec de la géothermie au lieu de l'énergie fossile. Les déchets, les projets de détournement des feuilles qui allaient au site d'enfouissement qui sont utilisées sur une ferme comme compost. Et à la demande de nos membres actuels, on va rajouter, on va faire une modification méthodologique. On va rajouter le volet des transports, que ce soit les intrants, extrants, toujours avec le bâtiment comme périmètre de calcul, pour toutes les activités de réduction, que ce soit les personnes ou les marchandises. On va aller à la prochaine. La façon qu'on travaille notre modèle d'affaires, donc nous, notre projet est enregistré sur VCS, donc c'est le programme le plus important des marchés volontaires du carbone. Je vous en ai mentionné 5 dans la partie 2. C'est le plus important. Au moins, si je ne me trompe pas, 50-60% des transactions de crédit de carbone sont faites sous ce programme-là. Et notre modèle d'affaires, c'est suite à un emprunt de carbone, nous, on offre en 9 étapes tout le cycle finalement qui permet de générer un crédit de carbone qui aura été mesuré, regroupé avec d'autres bâtiments, les réductions de GS, audité par une tierce partie, un vérificateur externe, sérialisé et mis sur le registre de Verra et vendu. Et quand on reçoit, nous, la vente, on regroupe les ventes et on redistribue
aux membres qui sont membres de notre communauté le montant d'argent au prorata des réductions de gaz à effet de serre qui auront été vérifiées. Ça donne à peu près, après l'étape d'empreinte carbone, environ 80 de la vente des crédits de carbone est retournée aux membres. Parce que ces étapes-là, ici, il n'y a aucun des boursiers qui est demandé à l'entreprise. Donc, Will assure de prendre tout le risque de monétisation qui, malheureusement, est complexe et ardu. On essaie de décomplexifier la participation, élargir la participation et retourner le maximum d'argent, finalement, à chacun des efforts là, de nos membres. On va aller à la prochaine. À l'heure actuelle, on a déjà 4 cohortes de vérification qui ont été réalisées. On est dans la période de notre 5e cohorte, mais jusqu'à la 4e cohorte qui sera en 2010 à 2018, on a généré 5,2 millions de tonnes de crédits de carbone. C'est ce qu'on a en inventaire. Ça regroupe près de 820 micro-projets, donc des bâtiments qui ont différents projets en même temps. Les projets soit énergie et déchets. On veut rajouter le volet transport. Et notre communauté regroupe à peu près en ce moment 1000 bâtiments. Donc, je vous parlais qu'il y a un potentiel de 640 000 bâtiments, mais on en regroupe 1000 pour l'instant, répartis sur 13 régions administratives du Québec, 13 sur 17, et on a différents composants du secteur économique, que ce soit du manufacturier, des municipalités, au BNL, des écoles, des fermes, des projets des scieries, etc. On va aller à la prochaine. Nos acheteurs, bien écoutez, on a 6 canaux de distribution. On vend au détail, donc je vous encourage, ceux qui n'ont pas essayé encore l'achat de crédit de carbone, d'aller sur notre site web à la section acheter. Vous pouvez acheter ça en ligne via PayPal. Mais principalement, jusqu'à maintenant, en termes de volume, on a vendu d'une manière plus importante près de 400 000 tonnes de crédit de carbone vendus à des corporations, donc que ce soit des banques qui sont carboneutres et qui achètent dans leur portefeuille de compensation chez nous, des fonds de pension. Pensez ici à la Caisse des dépôts et de placement, des propriétaires immobiliers, des gouvernements. L'Assemblée nationale du Québec achète des crédits de carbone chez nous pour compenser ses activités. Des marques, les rôtisseries Saint-Hubert et Acheter et Carboneutre, toutes ces livraisons sont carboneutres pour l'ensemble du Québec et ils ont acheté chez Communauté Durable. Des firmes technologiques, la firme Ubisoft qui font des jeux vidéo achetés chez nous. Ils ont fait voter leurs employés qui ont choisi notre projet. Ubisoft sont dans 15 pays et finalement, ils ont fait un sondage et ils ont trouvé qu'on avait un maudit beau projet parce qu'on était capable de regrouper, d'avoir une participation la plus large possible avec une redistribution la plus importante à ceux qui font les projets, des PME, des OBNL, des individus et des événements. On va aller à la prochaine. J'en profite, M. Clermont, pour vous dire qu'il vous reste 2 minutes avant qu'on passe à la dernière période d'échange de notre midi-conférence. D'accord. Allons-y sur la prochaine. José, s'il vous plaît. Oui, ça, c'est notre histoire. Donc, on a commencé il y a longtemps. Et on sent, nous, depuis 2019, on sent réellement un mouvement important. Là. C'est bien, là, on sent dans le marché une demande. Donc, on a quelqu'un qui est aux ventes et qui reçoit des appels d'un peu partout sur la planète, d'acheteurs corporatifs, individuels, qui veulent savoir comment sont constitués nos crédits de carbone. Et voilà, ça, c'est notre histoire. Donc, on vient de quelque part et on continue. Notre projet a été renouvelé pour un autre 10 ans, donc renouvelé pour la période 2020-2029 et on espère aller chercher 34 millions de tonnes de réduction qu'on voudrait monétiser et redistribuer aux PME, donc pour stimuler des actions supplémentaires. Alors, à la prochaine. Ça, c'est les bénéfices, valeur ajoutée finalement du rôle des marchés volontaires du carbone. Ça permet une participation de toutes les parties prenantes. Un marché réglementé impose l'obligation à certains participants. Donc, au Québec, il y a 140 organisations qui sont assujetties, mais le reste ne le sont pas. Alors, ça permet de reconnaître et stimuler l'action climatique. Ça entraîne ou ça jazz bien avec les engagements net zéro carbone. Ça permet, quand c'est bien fait, avec un coût social du carbone bien déterminé, ça évite l'éco-blanchiment. On va aller à la prochaine, José. Et dans notre cas,
on est capable de démontrer que les projets de réduction qu'on a regroupés dans notre communauté ont un impact sur les objectifs de développement durable des Nations unies, le 9, le 11, le 12, le 13, le 17, et on fait un suivi qu'on est en mesure de détailler et faire vérifier par un tierce parti aussi. Alors, on va aller, je pense qu'on est presque à la fin. Est-ce qu'on a une question? Oui. Alors, la question, quel est d'après vous l'objectif de développement durable qui vise spécifiquement l'action climatique? Alors, je pense que c'est un choix multiple. C'est Ariane qui va nous dire quand va être le moment approprié de connaître les résultats. Alors, on a 17 objectifs de développement durable. Je pense qu'on en a mis quelques-uns, peut-être pas tous les 17. Alors, vous avez le choix, vous en avez 5. Alors, Ariane, est-ce qu'on a un petit résultat? On a quelques réponses, une vingtaine de réponses qui s'orientent davantage vers l'ODD 11 et l'ODD 13. La réponse spécifique, ça serait l'ODD 13. Alors, sur l'action de changement climatique, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des gestes à impact climatique dans les autres ODD, mais spécifiquement l'ODD 13, c'est sur l'action climatique. On va enchaîner. Alors, José mentionnait d'entrée de jeu qu'on visait, Will, on est très, comment je pourrais dire, on vous remercie finalement à l'Université de Sherbrooke de nous recevoir et de profiter de l'opportunité de la partie 4 pour expliquer le rôle d'un quantificateur de gaz à effet de serre parce que nous sommes en période de recrutement de quantificateurs. On a besoin, comme à peu près tous les secteurs de l'économie, de nouveaux employés. Alors, c'est un défi pour nous. On s'est dit que d'adresser, que de mentionner ça, ça serait une opportunité. Alors, je vais demander à ma collègue Claudia Lesage d'expliquer en quelques temps, finalement, en quoi ça consiste un rôle de quantificateur, quantificatrice de gaz à effet de serre? Si vous voulez bien, juste avant, il y a quand même 3 questions dans Ah, le fil de discussion parce qu'on excusez-moi. on est à la 3e période d'échange, mais il y a pas de problème. On sait que ça c'est des choses qui arrivent. Donc, je vais aller avec, la question de Gilles Hervé Coffy. Idéalement, les crédits carbone peuvent également permettre de se protéger contre l'inflation dans la mesure où ils peuvent être une réserve de valeur. Peut-être, mais la finalité d'un crédit de carbone, on crée un crédit de carbone pour qu'il soit acheté et retiré. Retirer, ça veut dire c'est pas pour spéculer dessus. Je vous dis pas qu'il n'y a pas de la spéculation. Pour nous, chez Will, ce qu'on cherche, c'est de faire une transaction. On vend les crédits de carbone à un acheteur qui va les inscrire dans ses états financiers comme étant retirés, non pour être revendus. Donc, ce n'est pas un outil construit pour la spéculation, mais l'humain étant ce qui est, il y a de la spéculation dans tous les marchés. Question de Claudette Chouanière. Est-ce que Solution Will participe au développement des projets pour trouver la meilleure voie, le meilleur scénario ou se contente-t-il de quantifier les projets de ses clients? On fait les deux. Donc, dans un premier temps, on offre à une entreprise de faire son empreinte carbone dans lequel on va calculer toutes ses émissions de GES selon la norme ISO 14064, partie 1, 2, 3. Suite à ce calcul d'émissions carbone sur 1 ou 2 années, on va déterminer les opportunités de réduction, des projets de réduction, que ce soit l'intégration de technologies propres ou de changement comportemental, qui pourraient amener des réductions de GS qui pourraient être qualifiées à venir par la suite dans la communauté durable pour être monétisées. Donc, dans un premier temps, ce qui est bien, c'est de faire un diagnostic carbone de l'entreprise pour après ça lui suggérer les différentes pistes pour amener des réductions de GS. Oui, José, on a-tu une autre question?
Oui, excusez-moi, j'avais oublié d'ouvrir mon micro. Donc, une petite question de François Lafortune. Si les promoteurs des petits projets voulaient eux-mêmes faire tout le travail de se rendre au marché de carbone, ce serait bien trop coûteux pour eux, sans doute? La réponse est absolument. Écoutez, c'est la raison qu'on a, je vous dirais, monétiser 1 tonne de réduction, 1000 tonnes de réduction, 5000 tonnes de réduction, ça demande, il y a une complexité qui est importante et probablement les bénéfices. Il faudrait que l'entreprise ait des ressources à l'interne pour assurer le cheminement ou qu'elle sous-traite les différentes portions, les 9 étapes de création d'un cycle de vie, rejoindre le marché, offrir ces petites quantités à des acheteurs. C'est la raison pourquoi on a créé notre communauté, c'est de regrouper, syndicaliser finalement la connaissance, puis augmenter la participation, éviter la complexité et laisser la concentration aux PME à l'action climatique terrain. On voit qu'il y a d'autres échanges sur le fil. Il y a des questions. Brigitte Blais qui dit malheureusement, je dois quitter, j'ai un cours, merci beaucoup. Oui, donc je m'excuse, j'ai peut-être mal prononcé. Donc, il y a quelqu'un, Miyahi Raduka. Est-il plus difficile de trouver des projets de réduction ou des acheteurs de crédit présentement? Y a-t-il plus d'offres ou de demandes? Alors, quand Will a commencé en 2010, c'était plus difficile de trouver des acheteurs. Pour Will, mais au niveau mondial. Alors, on a eu des cycles de marché. Alors, et je vous dirais, depuis 2019, il y a une demande importante mondiale. On est à un marché d'à peu près 1 milliard de valeur de crédit de carbone. En 2019, on était à 300 millions, donc il a triplé. Et à l'heure actuelle, il y a des études qui ont été faites en Europe. Là, on anticipe qu'il va manquer de crédit de carbone, que ce soit de la séquestration, des réductions ou même des projets d'ingénierie. Il va manquer de crédit de carbone pour combler les besoins de net zéro carbone, soit des pays ou des compagnies, des corporations engagées. Je vous parlais tantôt SBTI. Il y en a 2000 grandes organisations, que ce soit Google, Microsoft, BP, Total. Il y en a de plus en plus qui se rajoutent. Et ces entreprises-là s'engagent à être net zéro carbone et d'une manière réaliste. Chacune de ces entreprises-là et des gouvernements ont des GES incompressibles et ils vont atteindre le net zéro en achetant des crédits de carbone. Donc, pour l'instant, dans les prochains mois, prochaines années, il va manquer d'offres de crédits de carbone. Donc, c'est plus facile de trouver un acheteur aujourd'hui qu'il y a 10 ans. Et Alice Badet a levé la main. Donc, Madame Badet, si vous voulez bien ouvrir votre micro, votre caméra, c'est toujours agréable de voir un visage. Oui, bonjour. Moi, du coup, je voulais juste savoir, est-ce qu'il y a des entreprises que vous avez approchées qui ont finalement refusé d'adhérer volontairement au marché du carbone? Et si oui, pourquoi? Enfin, quelles ont été finalement leurs justifications, entre guillemets? Bien, écoutez, des marchés généraux du carbone, c'est qu'il y a peut-être 10 000 projets sur les 5 programmes que je vous ai mentionnés. On ne connaît pas tout l'historique. Nous, on recrute seulement les PME qui sont intéressés, puis on reconnaît que dans un mouvement, il y a on appelle ça en anglais les early adopters. Donc, c'est ceux-là qu'on vise en premier. Alors, on n'a pas l'idée de connecter 200 000 bâtiments au Québec. Donc, c'est sûr que les PME qui ne sont pas intéressés, mais on n'est pas en contact avec eux. D'accord, du coup, ok. C'était juste pour savoir quelles étaient les raisons principales pour lesquelles elles ne voulaient pas adhérer en général. Je Mais vous du coup, dirais, leur priorité pour une entreprise, c'est quel est dans leur agenda d'opération, plus l'entreprise est petite, quel est l'item, à quel endroit se situe la priorité développement durable, action climatique. Écoutez, ok. quand vous êtes un entrepreneur, vous avez 5 employés ou 500 employés, vous devez gérer, prioriser des activités et des fois, le développement durable ou l'action climatique est plus bas. C'est pas la priorité. Ok, merci beaucoup. Merci pour vos questions. Est-ce qu'il y a une dernière question, une dernière intervention avant qu'on passe à la prochaine partie? Je ne vois pas. Donc, ça met fin à la portion conférence de ce midi. Je veux remercier vraiment avec
toute la force de l'expertise que vous avez partagée avec nous, Monsieur Clermont. C'était très intéressant, très fouillé. Alors, merci.